commencer donc avec la semaine qui nous attend. Après, on fera un petit point sur la semaine qui vient de s'écouler et on regardera les points clés graphiques de la semaine à venir. Bon, un marché quand même qui a retrouvé un peu de calme en soi. Malgré des résultats d'entreprise, donc c'est quand même intéressant. C'est pas si mal. Allez, donc on va commencer cette semaine avec l'indice des tendances de l'emploi, le 9 à 16h, indice des tendances de l'emploi. On a eu un décalage du rapport Jols qui devait avoir lieu donc la semaine dernière, le 3, qui aura lieu mercredi 11, normalement. Donc, indice tendance de l'emploi qui, du coup, interroge parce que on n'a pas eu l'emploi la semaine passée. 19h30, on aura Waller qui pourrait prendre la parole. Bon, sans grands enjeux. Suivi 21h15 de Bostik. Allez, le 10 février. Les ventes au détail, comme d'habitude. Le mardi, les ventes au détail, indice à l'exportation. Le Redbook, pareil. Bon, ça, moi, je me le marque, mais c'est pour plus lire les analyses, voir s'il y a des choses intéressantes. Après, dedans, on n'aura pas grand-chose. On aura le GDP Atlanta à 17h30, donc suite à la publication de ces résultats-là. Hop. Et tac, tac, tac. Petite note 3 ans à 19h. Et Logan. Et voilà, pour mardi, c'est tout. Normalement, si je ne me trompe pas, on ne devrait pas avoir de résultat. Le taux hypothécaire 30 ans, mercredi 13h. Le salaire moyen 14h30. Ce sera un mercredi un peu emploi du coup. Moyen. Le taux de chômage. La création d'emplois, bien sûr, tac, tac, tac. On va avoir... Ah ouais, pardon. 16h15, Bowman. Un rapport sur l'emploi ici à 17h. Donc des chiffres d'emploi qui sortent mercredi, par rapport à d'habitude où c'est plutôt le jeudi. 16h15, discours de Bowman. Donc ça, on peut se le mettre 16h15, Bowman. Après avoir eu des chiffres du chômage ce jour-là. Tac, tac, production. Et voilà. Et donc 17h, on a dit 17h. Reuters. Et derrière Ipsos. Et 19h, le 10 ans. Le 10 ans qui a quand même son importance, hein, vous le savez, c'est un taux que l'on regarde beaucoup, le 12 février. Salut Alain. Le 12 février, donc les chômeurs, toujours pareil, l'inscription au chômage, bénéficiaires, les bénéficiaires. Hello Alain. Et c'est tout. Et après, on va avoir les T-bills, les T-bonds, là, 19h01, tiens. 19h, je pensais. Le T-bones, donc ça, on va se le marquer 30 ans. Et puis voilà, ce sera tout, donc pas grand-chose, hein, jeudi. Petite semaine et vendredi, donc on aura l'IPC, ce sera le chiffre de la semaine. 14h30, IPC Core.
Le CPI, bon, on sait que c'est pas la mesure préférée de l'inflation, mais de la Fed, pardon, mais c'est quand même très important pour le marché puisqu'elle donne une tendance de ce que pourra être une projection de ce que pourrait être le PCE dans une semaine. Et voilà, et c'est fini pour ces stats. Donc pas une très très grosse semaine, hein. On aura juste le CPI Core, là, le CPI vendredi, un petit décalage par rapport à d'habitude, puisque d'habitude on a plutôt ces chiffres-là le mercredi ou le jeudi. Ici, dans les résultats des entreprises, on ne devrait pas avoir, on va contrôler, bon, on a des résultats, beaucoup de résultats forcément d'entreprises, mais vous voyez qu'on n'a pas d'entreprise vraiment clé chez nous, du moins chez nous, sur le Nasdaq en lui-même. Voilà, donc par contre, il y aura une vraie tendance sur les résultats des entreprises qui sont plutôt bons. On va le voir un petit peu dans les résultats qui ont déjà été publiés, notamment la semaine dernière et la semaine d'avant, puisque tout est plutôt pas mal. On va regarder ça et ça. Donc, du coup, on va démarrer par ça. On a. Est-ce que c'est OK pour tout le monde là sur le calendrier? On peut passer au travail du macroéconomique. Personnellement, ça va très bien. Allez, par. Après les autres, je sais pas. Allez. Donc, ce qu'on avait vu plutôt la dernière fois, c'était un petit peu du coup un souci, enfin un souci, une volonté du marché, enfin de où on avait dit que, en fait, suite à la nomination de Warsh, un petit peu les marchés allaient regarder justement le positionnement, puisque c'était pour une fois un président de Fed qui a pour réputation d'être moins faucon, d'être moins, pardon, colombe, en tout cas que ce que pouvait l'être Powell. Donc il y a eu un petit pied de nez par rapport à cette nomination, puisque Powell est réputé quand même assez plus ou moins tolérant, on va dire, avec l'inflation et sur ces baisses de taux. En tout cas, il paraît moins dur que Warsh et Trump, qui veut des baisses de taux en masse, finalement, fait le choix de la raison et donc prend un président de Fed qui ne devrait pas faire de folie sur les taux. On a quand même donc eu des baisses sur le marché malgré tout, donc qui ont démarré comme on l'avait vu, hein, qui ont démarré suite un petit peu à cette nomination, hein, comme plus ou moins tous les produits, tous les marchés ont plus ou moins dérivé à la baisse suite à cette nomination le vendredi donc Ah, ça y est, suivant. il a changé là, c'est ça que tu dis? Non, il l'a pas changé officiellement puisque, on est obligé d'attendre, la fin de son mandat, mais ce D'accord, sera, suite à le prochain, ce sera lui, ce sera Warsh, hein. Voilà, d'accord. on n'a pas de raison que le Sénat, puisse, refuser que ce soit Warsh, donc il y aura normalement pas de politiquement correct à faire pour qu'il soit élu. C'est un profil qui convient normalement aux deux parties. Donc, du coup, on avait eu, suite à cette publication, ici, le premier décrochage sur les marchés, donc qui passait de 26 000 points à 25 000 points, il perdait à peu près 1 000 points. On a eu un rebond lundi avant de corriger donc presque toute la semaine, sauf vendredi où on a eu un rebond sur le plus bas donc depuis le plus bas de l'année, hein, puisque on essaye de regarder quand même comme c'est intéressant. Souvenez-vous, cette droite verte là, c'est un canal qu'on a tracé il y a fort longtemps, hein, qu'on avait tracé tous ensemble. Il me semble il y a un peu plus d'un an vers ici là. Même là plutôt vers début d'année où je crois qu'il y avait Mélina encore, donc même peut-être c'était en 2024 C'est vrai, qu'on ça l'avait fait longtemps. tracé.
et regardez comme il fonctionne encore, parce qu'on a pas mal de touchettes qui lui permettent de rebondir. Et là, regardez comme lorsqu'on le casse, on essaye de le récupérer. Et ici, on touche un point bas et on rebondit. Tiens, on rebondit jusqu'où? On rebondit exactement jusqu'à l'entrée de ce canal. Donc, soit on re-rentre dans ce canal et on essaye de se maintenir au-dessus du point bas, soit on touche et donc ce canal, le support de ce canal devient une résistance et on pourrait donc par défaut revenir chercher, passer, basculer plutôt sur un profil baissier qui reviendrait chercher celui-ci là de canal plutôt baissier. Voilà. Donc avec un target plutôt vers les 21 000, voire 20 000 points, qui ne serait pas dramatique du tout, puisqu'on l'a travaillé déjà plusieurs fois et regardé plusieurs fois. Quel est le contexte et pourquoi le marché, indépendamment de Warsh, a pu se retourner quand même comme ça? Cette info principale, elle est ici. Elle est dans le fait qu'il y a une inquiétude sur le marché. Donc l'IA, jusqu'à actuellement, il est vu comme un outil et on a remarqué que il y a finalement, le Nasdaq, il n'est pas si loin de ses sommets, on vient de le regarder. Hein. Regardez, on va quand même prendre le temps de le regarder. Hop, il n'est pas si loin que ça de son sommet de tous les temps, puisqu'il est à 26 400. Donc, il est à 1200 points de son sommet de tous les temps. Donc, si j'ai... on est à 5%, même pas, un peu moins de 5%. On est à 4,55% du sommet de tous les temps. Donc, on n'est pas non plus très éloigné de son sommet. Hein. On est loin on est beaucoup plus près finalement du sommet que du point bas. Si on regardez quand même, si on prend le temps de regarder le graphique du Nasdaq mensuel, vous voyez quand même que la trajectoire, elle est loin, en semaine, elle est loin d'être mauvaise et elle est loin d'être... alors forcément, il latéralise là depuis quelques temps, il est un peu plus sur une phase de consolidation, mais on le sait, cette phase-là, regardez, qui est ici, en fait, finalement, entre le point haut ici vers les 25 862 qu'on a tenté de casser quelques fois et le point bas où on va dire même qui pourrait être du 25 100, ces deux écarts-là, en fait, ont été travaillés ou à la hausse ou à la baisse, mais depuis finalement le 22 octobre, on est plutôt dans ce même range et on ne bouge pas de range. Donc oui, en macro, on n'est pas si mal que ça, on est plutôt sur quelque chose de positif, puisqu'on n'est pas loin du sommet, on n'est qu'à 4% des plus hauts de tous les temps. Et il y a quand même une baisse qui se décrit, hein, avec certaines sociétés, d'ailleurs, comme Microsoft, qui sont passées en bear market. Hein, en bear market, donc ça veut dire en marché baissier, ça veut dire qu'ils sont, par contre, pour eux, à plus de 20% de leur sommet. Et donc, qu'est-ce que c'est qui peut opérer cette rotation? C'est notamment dû à l'IA, avec Anthropic, qui a sorti une IA un peu juridique un peu pointue, qui permet donc d'avoir une analyse qui a assez surpris le marché. Hein, c'est tellement au point que ça a assez surpris le marché. Et qui donc, sur cette base, se dit que ça pourrait aussi avoir le même impact sur des softwares, sur des compagnies, des entreprises qui auraient des missions comme le marketing, les ventes, la comptabilité, etc. Donc en fait, l'IA qui est actuellement vue comme un outil depuis sa création, on se dit que c'est plutôt... l'IA a quand même besoin de l'homme pour fonctionner, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas élément de décision, il est juste comment dire, il est exécutant. Cette fois-ci, donc, on a quand même ce questionnement et ça
En fait, le marché ressent un bouleversement plus rapide qu'attendu, notamment dans certains secteurs, avec du coup un changement qui peut être perçu comme assez radical et la possibilité pour certaines entreprises de sociétés un peu software, donc de sociétés de logiciels, par exemple des logiciels comptables comme, ou de gestion de CRM, etc., de perdre quand même une partie majeure de leurs revenus s'ils n'arrivent pas à s'adapter ou même voire de disparaître. Parce qu'en fait, si demain on a une IA qui est capable avec trois commandes trois instructions de pouvoir voilà, de pouvoir si demain vous pouvez scanner tout, imaginons en comptabilité, scanner tous vos tickets, toutes vos factures et qu'il n'y ait pas besoin de pointer, que ce soit elle qui pointe tout toute seule et que ce soit fiable, votre logiciel de comptabilité, il sert à quoi? J'ai envie de vous dire, si l'IA peut l'intégrer et le faire, le logiciel ne servira plus à rien. Alors oui, pour l'instant, bien sûr qu'à terme, c'est l'objectif, hein, et il n'y a pas de problème, mais le marché se disait qu'on avait encore du temps avant d'en arriver là. Et finalement, là, le ressenti, c'est que peut-être qu'on n'est plus si loin que ça. Hein, donc voilà pourquoi on a cette perte, cette baisse un petit peu sur le marché, parce qu'il y a des sociétés de software, d'ailleurs notamment un fleuron, mince. Ça devient obsolète, en fait, leur truc. Ouais, si on veut, oui, les softwares, en tout cas, deviennent obsolètes. Voilà. Donc, tout ce qui est software, tout ce qui est l'industrie du logiciel devient obsolète. Voilà. En gros, c'est ça. On a, on a une entreprise, mince, le nom m'échappe, une entreprise d'ailleurs qui s'est fait du coup massacrer sur le marché allemand. Oh, ASML, c'est ça. Non, pas ASML. ASML, c'est des puces. Merde, c'est. Ah là là. Ah, mais je sais, plus grosse capitalisation. Excusez-moi, mais je sais pas pourquoi. Je les cherche moi aussi. Voilà, SAP. Voilà, donc du coup, SAP qui lui est impacté directement par justement, par exemple, ce genre de produit, puisque c'est un logiciel où ils intègrent, pourtant, ils ont réussi à prendre le rebond de l'intelligence artificielle, mais où ils intègrent quand même c'est du logiciel, hein, donc du coup, ils sont impactés directement. Voilà ce qui peut tirer ce qui tire le marché vers le bas, puisqu'en fait, on se dit que finalement, ces entreprises-là pourraient perdre des sources de revenus très importantes, voire disparaître beaucoup plus rapidement que prévu. Et comme on n'a pas non plus une vision IA pour l'instant qui nous permet de tirer le marché, on le voyait, hein, on était plutôt dans un range, donc comme on n'a pas une vision non plus IA là tout de suite dans l'instant qui nous permet, et une situation géopolitique qui nous permet d'aller chercher de nouveau les plus hauts de tous les temps, eh ben ça tire un peu le marché vers le bas. Au milieu de ça, pourtant, on a eu quand même les résultats d'Alphabet, de toutes les GAFAM d'ailleurs, et des résultats qui sont plutôt bons. Pour vous donner idée, quand même, Alphabet, il a plutôt des résultats bons. Alphabet, c'est quand même, regardez, on va prendre le temps vite fait. C'est quoi Alphabet? C'est Google. D'accord, merci. Regardez, si on regarde Google sur, allez, même en journalier, voilà la courbe de Google depuis avril 2025. D'accord. Si on prend le point bas ici, avril 2025, on touche 143. Voilà depuis ce qui s'est passé sur Google. Il y a eu beaucoup de journées rouges, comme vous pouvez le voir, hein. C'est une société, c'est une action qui souffre énormément, bien sûr, c'est ironique. Donc, on est vraiment dans une courbe qui est bien haussière. très horizontale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur Google? On voit qu'au début, lors de la publication, on est quand même allé chercher plutôt
des points bas, mais il y a un rebond qui s'est opéré assez rapidement, pour ne pas dire presque tout de suite. Et donc pourquoi? Un petit peu dans la même configuration, un petit peu dans la même configuration que les autres. Pourtant, là, regardez, pour vous donner idée, entre ici, là, avril 2024 et donc février, pardon, 2026, pardon, pas 2024, avril 2025 et février 2026, excusez-moi, on parle quand même d'une hausse de 150%. Voilà. Sur une entreprise comme Google, je ne sais pas si vous avez la sensation que Google a révolutionné cette dernière année le monde au point de pouvoir prendre 150%. Alors sur la tech, vous me direz, on n'est pas sur quelque chose de démentiel, hein, quand on voit ce qu'a pu faire Nvidia, mais reste quand même ce quid, hein, de se dire que voilà, on Peut-être c'est achète parce quand qu'il y a même la. plus de gens qui achètent qu'avant ils achetaient pas. Oui, on achète aussi énormément, ce qu'on pense que ça peut devenir et donc Ah d'accord. justement, on a, quand même placé la barre haut, hein, la barre très haute, hein, si on regarde puisque quand même, voilà la courbe qu'il y avait avant les résultats et on a une publication de résultats avec donc un bénéfice par action supérieur aux attentes et un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Donc, Mmh. on a quand même eu d'abord une réaction algorithmique à la baisse, hein, et encore une fois, cette réaction, elle a eu lieu à cause des dépenses d'investissement qui font peur. Donc, comme la semaine dernière, on le disait, ce que craint le marché actuellement et ce qui questionne le marché actuellement sur ces dernières, semaines, on va dire, hein, ou même pas semaines, parce que quand même semaine, ça fait beaucoup. C'est quelque chose un petit peu qui prend son temps à se diluer depuis quelque temps, mais ce qui empêche le marché d'aller chercher les plus hauts et qui le fait rentrer plutôt dans une phase d'accalmie, de range, c'est cette crainte sur la, euh, la, la projection d'investissement, les dépenses d'investissement que réalisent notamment les GAFAM, les plus gros du secteur. Pour vous donner idée, Alphabet, quand même sur le dernier trimestre de 2025, donc sur les 3 derniers mois de 2025, les 4 derniers mois de 2025, pardon, le trimestre, donc les 3 derniers mois de 2025, les 3 derniers mois de 2025, octobre, novembre, décembre, ils ont réalisé 91 milliards de dollars d'investissement. 91 milliards de dollars d'investissement. Pour vous donner à titre de comparaison, la France en 2025, sur toute l'année 2025, a annoncé un investissement dans l'IA de 109 milliards. Voilà. Donc, imaginez la différence. Et on peut comparer ça aussi, souvenez-vous, on avait regardé ça avec, excusez-moi, on avait comparé ça avec donc Microsoft. On avait regardé ce graphique-là de Microsoft qui avait inquiété le marché et Microsoft se faisait bousculer à cause de son donc du coup ce capital expenditure donc du coup hein, de dépenses d'investissement, des fameux capex, des fameuses dépenses d'investissement en capital expenditure pour pouvoir faire de la recherche, du développement et être un fleuron, donc qui avait inquiété avec presque 30 milliards atteints et ce gap hein, qui avait perturbé le marché puisqu'on avait eu une augmentation, on était passé d'un peu moins de 20 milliards à 30 milliards sur le dernier trimestre. Donc effectivement, Google confirme la tendance. Lui aussi, du coup, c'est pour ça que algorithmiquement, il y a eu cette secousse, il y a eu ce mouvement baissier dès que ça a été sorti et ça a été tout de suite rattrapé. On va devoir quand même à un moment donné se poser ces questions parce que quand on voit que Microsoft du coup prévoit les mêmes investissements sur 2026 là que son dernier trimestre, on n'a pas l'impression que qui que ce soit réduise les dépenses d'investissement et donc est-ce que c'est réellement finançable? Est-ce que c'est réellement tenable, soutenable pour les entreprises? Souvenez-vous, Powell le dit par exemple avec la dette américaine. Il dit que la dette américaine en elle-même n'est pas
un risque à l'instant T, là où elle se situe, mais c'est la trajectoire de la dette qui est un risque. Et donc, en fait, c'est ça qu'on peut se dire. C'est-à-dire que oui, s'ils investissent 91 milliards à l'instant T sur 3 mois, c'est pas un risque. OK. Si Microsoft investit 30 milliards, c'est pas un risque. Mais est-ce que cette trajectoire est soutenable? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que si ça continue comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors qu'on n'est qu'au début, c'est soutenable pour une entreprise comme eux. Et à un moment donné, est-ce qu'on ne va pas être rattrapé par la possibilité d'en créer un revenu, hein? Il faudra bien que cet investissement, à un moment donné massif, y ait un retour sur investissement. Et souvenez-vous que lorsqu'on avait fait le premier travail du dimanche de l'année 2026, on avait dit que cette année, l'enjeu clé de l'année, c'était de savoir justement quelle pourrait être la projection de retour sur investissement. Donc, je pense que, et on le voit, le marché se questionne énormément sur sur ce possible retour sur investissement, et donc corrige, ne va pas chercher les plus hauts, essaye plutôt d'être sur une tendance plutôt corrective, saine. Attention, c'est pas de la volatilité d'un tweet de présidento Trumpo, c'est vraiment juste quelque chose, voilà, où on sort plutôt progressivement, on se dit attention, progressivement, ça permet aussi d'écraser un petit peu les bénéfices par action, les price forward. Donc, du coup, c'est quand même quelque chose, comme je vous dis dans le titre de ce travail-là, un retour de la volatilité qui est plutôt saine, sans panique. On n'a pas non plus des grosses bougies de 200 points à la baisse, mais progressivement, sur une journée, on arrive à perdre 1%, 1% et demi, 0,50, voilà, et ce cumul au fur et à mesure d'une semaine permet d'avoir une semaine un petit peu baissière, chose que on avait du mal à avoir sur le Nasdaq et sur tous les indices depuis quelque temps. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que on n'a pas le même niveau, le même comportement sur les autres indices. Si vous regardez le S&P 500, le S&P 500, son plus haut, il est là, 7043, et regardez comme il est, bon, oui, il a eu un peu les mêmes schémas de baisse dans la semaine, mais il est déjà revenu, vous voyez ici, plutôt sur les 7000 points, avec une tentative de cassure, et s'il casse cette zone-là, par défaut, on s'attend à ce qu'il revienne très très proche de ses plus hauts de tous les temps. On est d'accord visuellement que là, il a déjà cassé cette zone, cassé celle-là, donc potentiellement, il peut essayer d'aller rechercher celle-ci. Si vous regardez le Dow Jones, lui, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que forcément, et c'est pour ça que je parle de rotation sectorielle, et de rotation un petit peu, c'est que pour une fois, le Dow Jones vient de toucher pour la première fois les 50 000 points, première fois de son histoire qui franchit les 50 000 points. Et le Dow Jones, donc, qui est l'indice mythique des États-Unis, hein, où on va retrouver toutes les plus grosses entreprises, les plus grosses capitalisations, mais on ne va pas retrouver justement des entreprises tech, hein. On va retrouver par contre on peut retrouver du Coca-Cola, les bancaires, etc. Eux sont vraiment au plus haut de tous les temps. Et donc, en fait, on a cette sortie, si on peut dire, maîtrisée, saine, calme, de l'indice technologique pour revenir sur le marché un peu plus, avec des guillemets bien sûr, un peu plus traditionnel. Et ça, c'est quand même positif parce que ça veut dire que on n'a pas peur économiquement, on a juste un peu de prudence sectorielle. Et comme on a beaucoup entendu parler de la bulle IA, on fait un petit peu plus attention. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus, au milieu de ça, on a quand même toujours des statistiques. On a un marché sur l'emploi avec un rapport Jols qui a été décalé, et on a dans ce contexte surtout le rapport Challenge qui est sorti avec le nombre de licenciements sur un mois.
D'accord. Et donc, ce rapport Challenger qui a été publié, du coup, il a pris de l'intérêt un peu plus que ce qu'il a comme intérêt d'habitude, parce qu'on n'avait pas eu le chiffre du rapport sur l'emploi. Et la publication, elle a surpris un peu tout le monde, puisque le précédent chiffre de licenciement, c'était 35 000 licenciements. Et là, on est passé à 108 000. Donc, on a quand même eu un peu comment dire, de surprise, hein, une surprise, d'étonnement. Et ça peut un petit peu favoriser, et c'est ce qui peut expliquer ce retournement un petit peu du marché, cette tentative de rebond du marché. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Fed, elle a deux mandats, l'inflation et l'emploi, et que si l'emploi jusqu'à maintenant ne se porte pas bien, chaque fois, souvenez-vous, en septembre de l'année dernière, elle avait décidé en septembre même 2024, il avait été décidé de baisser les taux suite à un marché de l'emploi qui se tendait selon les propos de Powell, pardon. Donc pareillement sur les 3 dernières réunions de 2024 et les 3 dernières réunions de 2025 ont été aussi avec une baisse de taux. Et la première, surtout en septembre, est surtout arrivée grâce à l'emploi, puisqu'on était dans le flou de la politique de Trump, où on ne savait pas réellement comment ces droits de douane allaient impacter l'économie et voilà, et qu'un coup il se disputait, un coup il était ami avec Xi Jinping notamment, mais un peu avec tout le reste du monde. Et Powell qui nous disait tout le temps, on pilote dans le brouillard et on ne peut pas prendre de décision dans le brouillard. Quand le marché de l'emploi s'est tendu, il a pu prendre une décision de baisser les taux. Donc le marché, là, a espoir que si réellement le marché de l'emploi reste tendu, on pourrait avoir une baisse de taux plus rapide que prévu. Et en ce sens, on a quand même eu notamment Scott Bessent, hein, qui est dans la Maison-Blanche, qui lui a aussi annoncé que on pouvait on n'avait pas un objectif non plus de 0% d'inflation, que c'était irréel d'avoir un tel objectif. Et donc, ça nous donne quoi comme idée? C'est que quand même, finalement, les Trumpistes, après avoir secoué Trump à tout va, se projettent d'avoir des taux qui baisse, oui, mais pas non plus à coût de 1,5% ou 2%, comme le disait Trump, à chaque réunion. Et vous voyez que, regardez, il y a une semaine, il y avait 13% du marché qui pensait qu'on pouvait obtenir une baisse de taux sur la prochaine réunion de la Fed, hein, qui aura lieu le 18 mars, et ils sont quand même presque 20% aujourd'hui. Donc, c'est pas non plus un écart qui permet d'avoir un rebond de 6% sur le marché. Mais mine de rien, voilà, on le voit, c'est ça qui est à l'origine quand même de ce voilà, retournement sur le point bas sur le marché et qui permet au marché de réintégrer ce canal haussier comme par hasard. Et lui aussi, le Nasdaq, est bloqué sur un plus haut d'avant. Hein, vous le voyez clairement, comme le S&P est bloqué juste à la même zone. Vous voyez, ici c'est pareil. Et donc s'il casse, on pourrait avoir l'opportunité à minima d'aller chercher cette zone-là, hein, plutôt les 25 500. Je pense qu'on aura quand même du mal après d'aller chercher les 26 000. Mais pourquoi pas, tout est possible parce que regardez quand même lundi, on a eu une grosse journée. Regardez, on avait eu une belle journée de poussée où on a démarré aux 250 et on est quand même remonté bien jusqu'aux 26 000. Hein. Donc, rien n'est impossible. Voilà. Voilà un petit peu donc ce que. Donc, clairement, on va basculer sur l'étude graphique, si ça vous convient. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la macroéconomie ou par rapport au contexte et à la psychologie de marché. Non, ça va très bien pour moi, merci.
Bon, ben, j'espère que c'était clair pour vous. Et donc, du coup, on va pouvoir basculer un petit peu sur le graphique. Et donc, au niveau graphique, qu'est-ce qu'on va se marquer? Ben, c'est que on va plutôt s'attendre à une semaine, à mon sens, qui serait plutôt dans le range, mais plutôt dans le range haussier. Hein, contrairement à ce qu'on a connu la semaine dernière. Donc là, moi, au lieu de... Alors, pourquoi dans le range et plutôt dans le range haussier je l'attribue uniquement à ça. Hein. C'est uniquement à cause de ça que j'imagine plutôt dans le range et plutôt haussier. Si j'avais pas eu cette poussée haussière là vendredi et que, imaginons, on était resté là au 750, je vous aurais dit que je m'attendais plutôt à une ouverture baissière dans le range 24 750. Mais là, vu que et le S&P et le Nasdaq sont sur cette zone-là, je pense qu'on peut réintégrer la zone, peut-être revenir, vous voyez, sur le plus bas de la semaine précédente ici, et rester un petit peu plus, vous voyez, dans cette zone-là, en fait. Finalement, on va peut-être considérer que ces entreprises de software ne seront pas non plus perdues dès la semaine prochaine et elles ne vont pas mettre la clé sous la porte non plus le mois prochain. Donc, on en a encore pour un petit moment. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut revenir, vous voyez, sur ces zones-là. Parce qu'on rentre dans le canal, là. C'est pour ça aussi. Le canal, il est ici, là. Ouais, je sais. Mais là, nous, on est là, en bas. Nous, on est pile à là. l'entrée du canal. On est pile ici, là. Ouais, on est pile à l'entrée. Et comme on est revenu sur ce canal, je pense, et que le S&P est dans la même configuration, ça c'est un peu un ressenti. J'ai l'impression, en plus, on est revenu dans ce canal. Regardez, si je vous le mets en 1 minute, vous allez mieux le voir, parce que là, en 1 heure, ça se voit moins. Mais si je vous le mets en 1 minute, vous allez mieux voir. Hop, regarde, on est pile, tu vois, revenu sur le canal, ici, mais dans les derniers instants, tu vois, 21h53. Voilà, regardez cette poussée-là que l'on a eue, vraiment dans les dernières minutes. Et donc, si dans les dernières minutes, on a un marché qui a envie, comme ça, de chercher, tu vois, d'appuyer un peu sur le bouton, hein, ben c'est que déjà, ils n'ont pas peur que ce week-end, il se passe un drame. Et donc, ça peut annoncer que ça va réintégrer le canal au démarrage. Voilà. En tout cas, moi, c'est la sensation que ça me donne. Alors, peut-être je me trompe, hein, mais c'est la sensation que ça me donne. Donc, comme on est plutôt sur cette vision-là, je pense, alors je n'imagine pas aller à 26 000 non plus dans les 3 heures qui suivent, hein, mais voilà. Donc, ça, on va se le marquer. On peut mettre donc ouverture pour moi, donc au-dessus donc de 25, pardon, 150. Même pour moi, ouverture au-dessus de 25, 250, hein, je dirais même. Voilà. Et hop. Et donc, là, qu'est-ce qui peut se passer, hein? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ce que l'on peut avoir, c'est que sur l'ouverture américaine, regardez ici, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je ne sais pas si c'est écrit assez gros. Mais c'est très gros, perso. Tiens, regarde. Hop, on va faire +2. Voilà. Et là, peut-être que vous le verrez mieux. Il y a écrit ici, plus bas du mois précédent. Et donc, si on est un peu, vous voyez, si on est un peu autour là des 150 au moment de l'ouverture américaine, moi, j'imaginerais bien le marché revenir sur cette zone, prendre appui et hop, réintégrer le canal tout de suite, hein, dans les 2 minutes hein, après l'ouverture ou dans les 10 minutes de l'ouverture, quoi. Toucher cette zone, réintégrer le canal et là remonter pour aller chercher, ben, vous voyez ici, plus bas de la semaine précédente. Donc, du coup, le plus bas qui serait de la semaine d'avant, 365,25. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on va se mettre. Moi, j'ai ce plan-là en tête. Donc, si ouverture lundi 15h30 vers 25 000
0,25. Il va descendre et après il va 150, monter. c'est ça, oui, vers 25 150. Ah, Retour. 150. Si quand il ouvre à 15h30, Ah, il est à 150. il est à D'accord, pardon. 150, je J'ai pense compris. qu'il va revenir à 25 000, 25 025 et Voilà, j'ai fortement compris. rebondir jusqu'à 25 350. Ok, merci. Alors, comment on trade ce genre de mouvement? Puisque c'est notre plan d'attaque, c'est ce que l'on pense. D'accord? Comment on va le trader? On ne va pas, quand il va venir à 25 025, acheter et aller chercher 300 points. On a 300 points de target. On a le temps sur un PA. Si vous voulez prendre 5 points, ce ne sera pas, je pense, une mauvaise zone. Maintenant, il ne faut pas que ce soit 15h30 et 10 secondes non plus ou 31, d'accord? Si vous êtes vraiment dans le gros du combat, de la mêlée, vous avez le temps, vous avez toute la journée. Maintenant, s'il vient sur la zone et que d'un coup, il se met réellement à rebondir comme on le pense, là, quand il commence à se retourner en 1 minute et à faire des bougies bleues et que vous sentez le volume, on le voit, tu le vois que ça y est, il y a du volume, tac, 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 il s'excite comme ça et qui bataille, là, tu rentres avec, de toute façon, tu peux aller chercher 300 points. Avec 300 points, tu en as de reste, donc du coup, tu n'as même pas besoin de 300. OK? Même un contrat, tu le valides. Hein. Voilà. Donc, ce sera plutôt ça la stratégie pour lundi. Et une fois qu'on sera, pour moi, dans ce revenu, dans ce gap, hein, un peu, ben, vous voyez, plutôt entre 25 500 et 25 250, là, attendez 2 secondes. Dans ce gap-là, ok, donc qui était ici, là, je pense qu'on devrait avoir un peu plus une phase de range. Hein. À mon sens, ça va être dur de casser et ce point haut et celui-là d'un seul coup. Tout est possible, mais je sais pas réellement mon plan d'entrée. Maintenant, s'il commence à le casser, donc ça, c'est ce que je vais me mettre aussi. Hein, on voit bien ici, ça me semble du moins assez flagrant. S'il casse, regardez ici, on voit bien que quand il le casse, ben, franchit assez fortement, il revient s'appuyer, vous voyez, ouais, il avait cassé ici, mais sur un effet de bump, mais il revient s'appuyer tout le temps quand après l'avoir bien travaillé à la baisse, il remonte. Est-ce qu'on en a un autre? Regardez, hop, ici, là, il avait travaillé à la baisse ici, vous voyez, il a travaillé à la baisse ici, il est monté, et voilà, il est revenu s'appuyer plus haut quand même. Là, il était dans une phase assez forte. Mais là, hein. Donc, ça, c'est pareil. On peut se dire que lorsqu'il aura franchi, du coup, le 500, 25 500, quand il va l'avoir franchi, il devrait, dans la semaine, revenir s'appuyer dessus, OK, pour pouvoir rebondir et repartir plutôt vers le 25 700. Je ne serais pas surpris qu'on finisse la semaine prochaine si on a un bon CPI, plutôt dans ce gap-là, hein, entre le 26 000 et le 25 700, que ce gap-là ou que celui-là. OK? D'accord? On serait plutôt vers cette boîte haute. Voilà. On en a 3, de toute façon, on a 3 zones, 26 000, 25 700, et après 25 500, 25 300, et si c'est le top là où il est actuellement, donc 25 150 si ça devait être une zone bloquante qu'il n'arrive pas à franchir, et du coup, ben là, une zone bien basse vers les 24 100, 24 500 même, mais je vois mal faire quand même un nouveau plus haut, plus bas. À mon sens, il va vouloir au milieu de ça faire plutôt revenir sur des plus hauts là. Vous voyez, même s'il reste vers les 26 000, ici, il sera toujours sur un plus haut, plus bas. Vous voyez,
Là, ça, j'ai du mal à imaginer qu'on arrive à le casser parce que ça pourrait presque redonner de l'élan à la hausse. Vous voyez, si on arrivait à le casser. Donc ça, on voit bien en plus que chaque fois qu'on arrive sur cette zone, hein, regardez comme elle est ultra bloquante. Toute cette zone-là, elle est très, très, très bloquante. Hein. Les 26 000, là, c'est les plus bloquants. Donc, je ne vois pas comment, mais je me suis un peu emballé dans le dessin. Là, voilà, je ne vois pas comment, sans effet de news, on arriverait à bloquer ça. Il faudrait qu'il y ait un propos, il faudrait qu'il y ait quelque chose de quelqu'un. Même l'IPC Core, ouais. Okay. Parce que, pourquoi même l'IPC Core? Parce que, sauf vraiment IPC Core surprenant, tu vois, IPC Core qui sort avec, je ne sais pas moi, 2,4 par exemple, % d'inflation. Là, oui, il peut y avoir un emballement, se dire ça y est, on décroche la zone des 3%. Et plus, comme ça tombe vendredi. Et comme ça tombe en plus vendredi. Maintenant, j'ai du mal à y croire. Donc, soit, bien sûr, s'il est surprenant, c'est qu'on a du mal à y croire, hein, sinon, ce n'est pas une surprise. D'accord. Donc, du coup, si dans notre plan, on part du principe qu'on n'a pas de surprise, s'il n'y a pas de surprise, on doit bloquer ici. Pourquoi? Parce qu'on voit bien de manière assez évidente que si on le casse, ça, ben, finalement, on arrête d'être sur des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. OK? Donc, si j'arrive à casser ça, OK, au milieu de ces plus hauts de plus en plus bas, j'aurai un plus haut. Pas très cohérent. D'accord? Donc là, j'aurai une forme d'RSI contradictoire qui serait, voilà, pour laquelle il nous faut une surprise. Voilà, tout simplement. OK? Si j'ai une divergence, il faut qu'il y ait une surprise. OK. Donc, reste de la semaine, dans un gap, donc j'identifie 3 zones, dans un gap sur 3 zones, donc on va se mettre, ce que je viens de vous dire, donc plus on va se rapprocher du 26 000, plus ça va être tendu, plus on va faire attention. Donc 25, 100 même, voire 25, on a dit 300, c'est ça? Ouais, 3,50. 2,50 même. 2,50. Bah, en fait, hein, on va retrouver nos fameuses zones. Hein. 2,50, 25 500. Et après, et 25 500. Et voilà, 7,5. Et 25 700, 26 000. Et à la baisse, on va garder les mêmes targets parce qu'à la baisse, moi, je reste, si on devait être, parce que là, on est obligé maintenant de rentrer dans du trading où on est obligé de regarder aussi une baisse sur la semaine parce que tant mieux, hein, on s'est tellement plaint qu'on n'en avait pas qu'on ne va pas s'en plaindre. Mais donc, à la baisse, qu'est-ce qu'on est obligé de regarder? On est obligé de regarder une éventualité où ici, c'est un double top, hein, il touche et il repart, et donc il fait un plus bas. Et là, le target de nos 24 000, les fameux 24 000 qu'on attendait et dont on a parlé plusieurs fois, ça va être l'objectif. Et donc, si il tombe, vraiment, là, sur la semaine, on peut aller chercher le 24 000 et faire un très, très beau rebond dessus. Voilà. Ce sera certainement le trade de la semaine avec une opportunité de faire plusieurs comptes sur cet endroit-là. Hop, donc pareillement, ici baissier, alors, non, et ici baissier, pareillement, on va se remarquer les mêmes zones, hein. Les zones qui ont bien marché, on voit que c'est le 24 750, il a plutôt bien marché, on a eu le 24 000 aussi là vers le 540, mais ça on l'a vu ensemble pendant la semaine. Il y avait une zone aussi vers le ah oui, mais c'était le point de pivot. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se marquer? La S2M, là, elle marche très bien. 354, vous voyez. Même si on se le met, attends, on se met comme ça. Et on va plutôt faire ça. Hop. On va voir un peu mieux ici qu'est-ce qui a bien marché. Regardez, ici, on voit très bien ce qui a marché hein, la semaine dernière. La S3S, boum, le gros rebond sur la S3S.
S2M, regardez le support 2 mensuel, là, il a bien marché en 15 minutes aussi. Donc, il y a du potentiel. Hein. Il y a du potentiel. On peut avoir donc 875 ici, 875, il a très bien marché. Je me souviens en direct, il marchait bien. Le 800 aussi marchait C'est super bien 24, en ça. direct. 24, on est dans les 24, là. 24 800, ouais. Donc Merci. ça, 24 800, 6 baissiers, 24 800, 6 baissiers. Alors 24 800 est très bon. 24 685, il marchait aussi, il marchait bien. On l'avait pris en live quelques fois. Si je sais plus, je crois que le 24 750 était piégeur, il me semble, de mémoire. Et on avait eu le 24 500, je sais plus, je crois qu'il payait pas, il y en avait eu un. Donc ça, on évitera aussi. Le 550 payé avant. Là, voilà. Bon. Après, si vous voulez vous marquer ici les MS2M que vous avez affichés, bon, après, j'en parle sur le live maintenant, mais si vous voulez vous les marquer, profitez-en là que ce soit à l'écran. Mais en gros, on a la middle S2 mensuelle qui est quand même à 685,50 et je me souviens que le 684,75 marchait super bien. On a la S1 journalière. Regardez ici le gap avec la S1 journalière. On a 500 points de la S1 journalière, du support 1 journalier quand même. Donc, on a un gros écart. Hein. On peut prendre 2% de baisse avant de toucher 24, la S1, 24 525. Merci. Donc, peut-être ça renforcera le 500. Mais attention. Et la S2M, par contre, qui marche très bien, qui marche bien, il y a le 24 357, 350. Et après, on verra. Le plus bas du mois, du coup, actuel, c'est 24 239, 75. Et vous voyez que la S3, on est là, on est quand même très proche des 24 000. Donc, on peut se retourner et les 24 000 sera un target aussi. Voilà, donc ça, on va se marquer 24 684. Ouais, donc c'est 685, je l'ai marqué déjà. Et après, j'ai dit 24 525. 685. Oui, 685. Il est bon. 525 en S1J, mais je me mets attention car de souvenir 24 500 ne fonctionnait pas. Je crois, hein. Je ne suis pas sûr. Mais Ah, bon, si c'est la fois où j'ai arrêté, oui. Non, Moi, non, là, pas, cette semaine. Ah, alors j'ai rien mis. Et toi, c'était à 25 quand tu as arrêté. Ah ouais? Ben oui, on n'était pas à 24 000 quand tu as arrêté. On était tout là-haut. D'accord. Et on a perdu 1000 points hein, depuis. D'accord. Et après, donc, du coup, on a le 24 357 qui est propre. Voilà. Allez, ça, je vais mettre un S2M 24 357. Allez, voilà. Donc, ça, un peu pour la vue de cette, des possibilités de cette semaine. Allez, est-ce qu'il y a des questions? Non, merci. Moi, ça va. Nabila, elle avait posé, mais je ne sais pas ce qu'elle a répondu. Alors, attends, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent. Ah, franchement, c'était clair et rapide en plus. Comment on affiche les S1J sur Profile Time gratuit? Alors là, Ciao, girl. c'est une bonne question. Indicateur, là, je pense. Tu vois, c'est indicateur. Et ici, voir tous les indicateurs.
transport. Mais je pense que tu dois avoir des trucs sur. Tu dois avoir prix. Regarde, prix. Et là, tu fais créer, il me semble. Sur prix. Puis, non, c'est pas ça. Attends. Indicateur. Indicateur. Ah ben là, plus haut et plus bas. Non, ça c'est les plus hauts, plus bas sur prix. Oui, point pivot. Indicateur, point pivot, c'est ça. Indicateur, point pivot. Tac. Et là, voilà. Et là, maintenant, dans point pivot, il faut que tu l'ajoutes à chaque fois. Point pivot journalier, mensuel et semaine. D'accord. Et chaque fois, tu vas utiliser une période. Donc, tu vas mettre semaine. Tac. Et là, tu vas mettre plus haut, tu mets cette formule, là, la formule du point pivot. Et après, ici, tu choisis si tu veux lesquels tu veux. R1, R2, R3. Et si tu veux les middle aussi. Voilà. Après, je te conseille de mettre que R3 parce que c'est rare quand on va chercher la R4, R5. Hein. C'est quand même assez rare. Voilà. Après, en semaine, maintenant, peut-être. Bon. En semaine, peut-être. Après, bon, en journalier, oui, ça, tu peux te le mettre si tu veux. Chaque fois, tu fais ça. De quoi? Maintenant, je ne le fais pas à chaque fois, mais c'est pour toujours. Voilà. Ça, comment t'as dit que ça s'appelle? Ah, ben, t'as pas toutes les options, oui. ProRetime, c'est ça que t'as dit? Ouais, Pro Real Time, mais c'est payant. Si tu as la version gratuite, c'est pour ça que tu l'as pas. La dernière fois, avec Nabila, on Après, cherchait, moi, tu vois, mon ART. portefeuille, j'ai un portefeuille quand même, donc c'est pour ça que je peux l'avoir aussi. Oui. Non, mais la c'est dernière Maxence fois qui me demande. Ah, pardon. Avec Nabila, je lui ai dit, je crois que ça s'appelle ART. Ça n'a rien à voir. Non, PRT, Pro Real Time. Mais bon, déjà, le logiciel, tu le payes, je crois, je ne sais plus combien je paye, 170 par mois. Ah ouais, quand même. Je croyais que c'était l'année. Et en plus, il te faut déposer le capital, quoi. Donc, et si tu prends des trades, tu as le logiciel gratuit. Bon, voilà, bon, c'est pour ça que je vous le partage, parce que finalement, c'est pas plus mal de le marquer. Et moi, sur les lives, j'en parle aussi. Donc, même si moi, honnêtement, je vous conseille pas de payer le logiciel pour l'instant, du moins. Moi, je prenais des photos avec le téléphone à chaque fois. Voilà, tu prends les photos, soit je vous les donne. Voilà, vous faites une capture d'écran, là. Et, voilà. Et le but, c'est ça, c'est aussi de vous partager ce genre de contenu. Hein. Vous savez pas, si on se met tous à payer des logiciels. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, du coup, super. Le retour de Michel lundi parmi nous. Ouais, on va voir. Ça m'a fait du bien. Ah ouais. Allez, merci à allez, tous. bisous à tous. Ciao, ciao.